Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire collectivité et biodiversité en Bourgogne-Franche-Comté. Nous allons vous présenter un certain nombre de dispositifs dans lesquels les collectivités peuvent s'intégrer ou utiliser pour promouvoir, préserver et accompagner la prise en compte de la biodiversité sur leur territoire. Donc, je suis Bruno Dorbani, je suis chef de service à l'Agence régionale de la biodiversité et on aura des collègues de l'Agence, de l'Office français de la biodiversité, de la région et de Energy Cities qui prendront la parole pendant cette heure et demie sur laquelle on va vous accompagner. Donc, vous êtes déjà une trentaine de participants. Sur les quelques points techniques, donc comme vous l'avez vu, quand vous êtes connecté, la session est enregistrée pour programmer un futur replay. Donc, si vous avez des difficultés avec ça, je vous encourage à quitter la session ou à couper votre caméra en tout cas, la session est enregistrée pour un replay. Si vous avez des questions, on prendra des questions en fin de webinaire. Il y a une vingtaine de minutes qui sont prévues à cet effet. Donc, vous pourrez vous exprimer à ce moment-là. Et si vous avez des questions particulières, elles peuvent être également rédigées dans le chat. Donc, on peut prendre 2-3 minutes pour que vous nous indiquiez dans le chat qui vous êtes et puis quelles sont vos attentes par rapport à ce webinaire, comment est-ce que vous l'avez connu. Donc, si vous pouvez prendre 1 ou 2 minutes pour nous écrire dans le chat, déjà, ça nous permettra de voir que les choses fonctionnent correctement et ça nous permettra de mieux vous connaître pour les échanges qu'il y aura en fin de session. Donc, je vous remercie. Chacun des personnes qui sont présentes pour le webinaire se présenteront au moment des différentes présentations. Voilà. Donc, n'hésitez pas à utiliser du chat pour poser vos questions également et vous faire connaître. Pour utiliser le chat, il faut cliquer sur la petite bulle conversation en haut à gauche de votre écran. Et donc, du coup, vous avez un menu qui va se déplier sur la droite et vous pouvez saisir votre message à cet endroit-là. Il faut cliquer sur la petite flèche pour envoyer votre message. Voilà, merci Anne-Marie Anstedt pour votre premier message. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, peut-être un petit détail concernant les caméras. On a une caméra assez large. Si vous faites un clic droit sur la caméra, vous avez la possibilité de mettre en évidence une personne ou de réajuster la largeur des fenêtres. Voilà, simplement, avec l'option ajuster à l'image pour que vous puissiez voir toutes les personnes qui sont dans la pièce si la caméra est coupée. Pour l'introduction du webinaire, je vais passer la parole à Nadine Anderlin et Claire Maruéjol de la région et de l'Office français de la biodiversité. Merci. Donc, bonjour à tous, moi je suis Nadine Anderlin, je travaille à la région Bourgogne-Franche-Comté et je m'occupe de la stratégie régionale pour la biodiversité. Donc, je vais vous en dire juste quelques mots parce que c'est vraiment le cadre global dans lequel s'inscrivent toutes les actions que nous allons vous présenter ensuite. Donc, cette stratégie régionale a été votée en 2020 et avant d'être votée, elle a été construite avec tous les acteurs du territoire et les citoyens. Cette construction a été pilotée par l'État et la région, mais tout le monde était invité à y participer. Et bien sûr, elle s'inscrit dans un schéma encore plus global que vous connaissez sans doute, le SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Donc, le Conseil régional a validé et a voté à l'unanimité cette stratégie régionale pour la biodiversité, et c'est donc vraiment un cadre de référence pour agir en faveur de la biodiversité en Bourgogne-Franche-Comté. Elle est constituée d'un certain nombre de documents, un premier qui était un diagnostic avec tous les enjeux en matière de biodiversité de la région, et ensuite des orientations stratégiques et un guide d'accompagnement pour l'action. Donc, on a regroupé toutes ces stratégies en 6 orientations stratégiques, donc, qui étaient préserver, reconquérir la biodiversité,
mettre la biodiversité au cœur de l'aménagement dans un contexte de changement climatique, faire de la biodiversité un enjeu de développement, entraîner l'adhésion et la participation de tout le monde et approfondir la connaissance, l'expertise en coordonnant, en structurant l'action collective et aussi créer des synergies pour améliorer l'efficacité de l'action. Si on veut détailler un petit peu plus de quoi il s'agit, quand on parle de préserver et reconquérir la biodiversité, c'est tout ce qui a trait au patrimoine naturel, que ce soit les réserves régionales, les réserves naturelles régionales, les parcs naturels régionaux, tous les espaces protégés. Quand on parle de mettre la biodiversité au cœur de l'aménagement, c'est tout ce qui concerne la nature en ville, la lutte contre l'artificialisation des sols et tout ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire des solutions d'aménagement dans lesquelles on prend la nature en compte, mais on bénéficie aussi de tout ce que la nature nous donne. Faire de la biodiversité un enjeu de développement, cette fois-ci, on est plutôt sur la production agricole, la production sylvicole, le tourisme, les stratégies d'entreprise, c'est vraiment tout ce qui a trait au monde économique. Quand on parle d'entraîner l'adhésion et la participation de tous, c'est vraiment faire émerger une culture de la nature, former, informer les professionnels, mobiliser les citoyens. Quand on parle d'approfondir la connaissance, c'est assez intuitif, c'est vraiment tout ce qui concerne la recherche, mais aussi la valorisation des connaissances biodiversité qu'on a, qu'elles ne restent pas au fond d'un tiroir, mais que tout le monde puisse en profiter, et créer des synergies pour améliorer l'efficacité de l'action. Là, cette fois-ci, on est dans ce qu'on appelle la cohérence des politiques publiques, c'est-à-dire qu'on ne finance pas d'un côté des destructions pour ensuite financer d'un autre côté de la reconstruction. Voilà, on va essayer d'être un petit peu Au niveau de l'Office français de la biodiversité, donc je suis Claire Maruel en charge de la mobilisation des territoires et l'Office français de la biodiversité soutient les collectivités pour dans différents moyens, on va dire. Donc d'abord financièrement, dans le cadre d'appels à projets, on a différents appels à projets donc pour promouvoir les atlas de la biodiversité communaux, dans le cadre de restauration écologique et puis pour la mise en place d'aires éducatives. Également, le niveau national valorise des projets, donc avec des trophées de solutions fondées sur la nature. Également, les aires éducatives, c'est un label, donc au niveau national, c'est reconnu. Également, pour territoire engagé pour la nature, qui est une reconnaissance et qui nous permet, comme on va voir dans la suite du webinaire, d'appartenir à un club des engagés, etc. Et puis, pour les atlas de la biodiversité communaux, en avant-première, nous allons mettre en place pour cette année 2023 des trophées, donc plutôt pour la fin de l'année. Donc, c'est également dans le cadre de valorisation de ces projets. Et puis enfin, dans le cadre d'accompagnement technique des projets, dans le cadre de l'ABC, l'Atlas de la biodiversité communaux, on peut vous accompagner dans la mise en place des projets, soutien financier et puis participation au comité de pilotage, etc. Et puis aussi dans le cadre de solutions d'adaptation fondées sur la nature que Emmanuel Touris va vous présenter un petit peu plus en détail juste après. Donc pour vous accompagner dans la mise en place des projets, conseils. Voilà. Je laisse la parole à Bruno. Merci. Donc, je reprends la parole. Bruno Dorbani, je me suis déjà présenté et je suis avec Mathieu Suzanne qui gère avec moi la reconnaissance territoire engagé pour la nature pour l'animation sous le pilotage de l'Office français de la biodiversité. Alors, territoire engagé pour la nature, c'est une reconnaissance qui s'inscrit dans un cadre plus large qui s'appelle l'initiative engagée pour la nature, qui a été développée par l'Office français de la biodiversité. Et c'est une initiative qui est à destination des entreprises engagées pour la nature, des collectivités avec territoire et des autres acteurs, les associations naturalistes, les associations de manière générale, les établissements publics avec partenaires engagés pour la nature. Les reconnaissances partenaires et entreprises sont gérées et animées au niveau national avec un relais régional et l'animation de la démarche TEN est faite directement au niveau régional.
Voilà. Donc l'idée derrière cette initiative, c'est de faire émerger des projets en faveur de la biodiversité, de faire reconnaître leur qualité, leur donner de la visibilité et inciter à travailler de manière ouverte et collaborative. Donc l'idée, c'est de faire émerger des actions auprès des différents acteurs du territoire. Donc, dans le territoire engagé pour la nature, on a plusieurs objectifs qui sont donc de faire émerger les engagements volontaires et significatifs, c'est-à-dire qu'on cherche à ce que les actions soient proportionnées avec les moyens de la structure qui va les mettre en place. Donc pour TEN, pour les collectivités, que ce soit communes ou EPCI, reconnaître et valoriser la qualité des engagements, donc avec un processus de sélection des différents engagés. Et au niveau de la valorisation, on a un certain nombre d'événements qu'on essaye de mettre en place. On va organiser une journée technique chez un territoire engagé pour la nature d'ici à l'automne. Vous aurez plus d'informations bientôt sur les dates et les modalités de cet événement pour comprendre comment fonctionne un territoire engagé pour la nature et ce qu'il peut faire. On a également des moyens de communication. On a produit pour nos 3 territoires engagés pour la nature actuels des vidéos de présentation de leur action, de mise en valeur, qui vont être diffusées au courant de l'été. Et vous pourrez voir quels sont le type d'actions que ces structures mettent en œuvre. Donner accès aux acteurs reconnus, donner des moyens privilégiés de mise en œuvre. On a un certain nombre, il n'y a pas de financement direct dans le cadre de TEN, mais il y a des leviers de financement, typiquement pour certains appels à projets de l'Office français de la biodiversité, il y a des bonifications qui peuvent être mises en place et il y a actuellement des discussions pour que la reconnaissance territoire engagé pour la nature participe dans le cadre des règlements d'intervention de la région, même si tout n'est pas encore validé, c'est en bonne voie pour que ce soit le cas. Et enfin, susciter des partenariats, des coalitions, des initiatives collectives qui permettent de multiplier l'action. Je pense que c'est également pour ça que vous êtes là aujourd'hui. On essaye de faire ensemble pour que la biodiversité et mettre en place tout ce qui va être animation de clubs désengagés pour permettre de partager des expériences entre les différentes structures. Alors, pardon. Donc, l'initiative, elle est fondée sur 3 piliers. L'accompagnement, il s'agit d'aider les collectivités à mettre en œuvre leurs engagements significatifs. Donc, dans le cadre de territoires engagés pour la nature, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a un certain nombre d'actions qu'on va voir juste après qui doivent être mises en place dans le cadre d'un plan d'action. Et l'idée au niveau de l'Agence régionale de la biodiversité, c'est de vous aider à construire ces différents plans d'action. Donc, la reconnaissance et l'animation, c'est ce dont on vient de parler tout à l'heure avec le club des engagés, les actions de communication et les actions d'aide à la construction de votre plan d'action. Alors, au niveau du plan d'action, il y a 4 critères d'évaluation pour qu'on accepte des collectivités dans le dispositif, sachant qu'on n'est pas sur une logique de concours. On n'est pas là pour récompenser les meilleurs, mais on est là pour valoriser les personnes qui veulent, les structures qui veulent s'améliorer dans leur démarche. Quel que soit le point de départ, l'idée c'est de voir à 3 ans où est-ce qu'on en sera. Et c'est pas, on peut partir de pas grand-chose est fait sur mon territoire et je veux déjà mettre en place, amorcer la pompe, ou alors je suis déjà un territoire très impliqué pour la biodiversité et je veux améliorer les choses. Les 4 critères d'évaluation des engagements, c'est que les actions qui sont dans le plan d'action, elles doivent être impliquées, cohérentes et proportionnées. Excusez-moi, j'insiste sur ce terme de proportionné. Quand on est une grande collectivité, on n'a pas les mêmes moyens qu'une petite ville, une commune de 100 ou 1000 habitants, ou quand on est Besançon ou Dijon, on n'a pas les mêmes moyens. Et bien, pour faire partie de la reconnaissance, on doit mettre en place des actions qui sont proportionnées avec nos moyens. Mesurable, ça veut dire qu'on doit pouvoir savoir s'il y a eu un progrès.
c'est toujours un petit peu compliqué de se dire on va faire quelque chose et est-ce que ça a vraiment amélioré les choses en termes de mobilisation citoyenne? Est-ce que les gens sont plus impliqués? Est-ce que mon territoire a vu la nature reprendre un peu ses droits à certains endroits? Est-ce que les aménagements que j'ai faits sont durables et permettent une meilleure qualité de vie avec la nature pour mes citoyens? C'est quelque chose qui doit pas rester qui doivent être factuels et donc on doit pouvoir mesurer à un moment ou à un autre. Effectif et additionnel, on est sur de l'engagement volontaire et les personnes ne doivent pas être sur les obligations réglementaires. Si j'ai une dérogation à la protection des espèces et que je dois faire un certain nombre de mesures compensatoires, dans ce cadre-là, ça ne peut pas faire partie des mesures que je mets en place sur mon territoire communal ou intercommunal. Et enfin, il faut qu'il y ait une cohérence avec les orientations des politiques publiques. Et c'est pour ça que l'introduction a été faite sur le SRADET, la SRB. On essaye d'avoir une cohérence dans les actions qui sont mises en œuvre. Alors, pour ce qui concerne le plan d'action, je le répète, qu'on veut vous aider à construire si vous souhaitez vous lancer dans la démarche. L'idée de TEN, vous allez le voir par la suite dans les autres interventions, c'est que les autres propositions peuvent être des briques de votre plan d'action. TEN, c'est un chapeau qui peut intégrer des choses que vous avez envie de faire déjà par un certain biais, ou des choses où on peut vous aider à passer à l'action sur des sujets que vous n'auriez pas imaginé. On veut vous aider à pouvoir diagnostiquer ce qui peut être fait sur votre territoire pour améliorer pour la biodiversité. Parfois, pour des coûts modiques, on peut arriver à avoir des choses qui vont être très favorables à la résilience de la biodiversité. Donc, on a une candidature qui est sur 3 axes. L'urbanisme, l'aménagement du territoire, comment est-ce que je pense l'organisation de ma commune, un axe sur la biodiversité locale, donc sa préservation ou sa connaissance, et enfin un axe sur la mobilisation citoyenne, que ce soit les jeunes et très jeunes au niveau scolaire ou les citoyens d'une manière plus générale sur le territoire. L'idée, c'est de réfléchir des actions à moyen terme, c'est-à-dire quelque chose qui peut être mis en place dans les 3 ans de la candidature. Voilà, on n'est pas sur des projets à 20-25 ans ou sur des choses déjà réalisées, on est sur vraiment l'action, la dynamique, qu'est-ce que je vais faire dans les 3 ans. Et c'est un petit peu cette idée, excusez-moi, j'ai perdu ma souris. Cette idée qui se développe, on peut avoir plusieurs propositions. Pour l'aménagement, il y a tout ce qui concerne les solutions d'adaptation fondées sur la nature, où Emmanuel va prendre la parole tout à l'heure. L'idée du guichet vert, je vous en parle juste après. La connaissance et la protection de la biodiversité locale, Claire vous a déjà évoqué les atlas de la biodiversité communaux et les atlas intercommunaux qui permettent de mieux connaître son territoire et de réfléchir à comment est-ce que je vais préserver les ressources en termes de biodiversité précieuses que j'ai sur mon territoire, parce que tous les territoires ont des ressources précieuses en termes de biodiversité, même si on les ignore pour le moment. Et enfin, on a la possibilité d'avoir une connaissance du territoire avec des outils qui sont au sein de l'Agence régionale de la biodiversité. On pensera à la plateforme de géoservice Cigogne qui permet de connaître quelle biodiversité on a sur notre territoire de manière précise ou de manière synthétique en fonction des questions qu'on se pose. Je vous présenterai ça juste après. Enfin, on a la mobilisation citoyenne, les aires terrestres éducatives, les pionniers ordinaires de la transition écologique qui vont vous être présentés tout de suite. Alors, juste un petit mot sur le guichet vert et Cigogne avant de passer la parole à Emmanuel. Je crois que c'est Emmanuel juste après. Donc, qu'est-ce que c'est que le guichet vert? Le guichet vert, c'est un dispositif qui est aidé par l'État où l'idée, c'est d'aider au verdissement. Alors, je mets des guillemets autour de verdissement parce que c'est pas un très joli mot, mais en tout cas, la meilleure prise en compte des problématiques environnementales pour les acheteurs publics. Et donc, que ce soit pour les volets marché public de travaux, le numérique responsable, tout ce genre de choses. L'idée, c'est de pouvoir, avec l'aide de juristes, de vous aider à
reconsidérer la manière dont vous organisez la commande publique pour prendre en compte les aspects biodiversité, les aspects numériques responsables, les aspects énergétiques. Et donc, on travaille en partenariat avec l'ARNIA, qui est l'Agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle, qui est implantée à Dijon et qui va recruter un juriste spécifiquement dans le cadre de cette mission qui est aidée par le ministère de la transition écologique. Et donc, on va avoir ce juriste qui va pouvoir aider au verdissement des marchés. Et donc, nous, on assiste l'ARNIA sur le volet biodiversité et intégration dans les problématiques de marché pour vous aider à avoir des marchés plus vertueux, en tout cas, et de la commande publique plus vertueuse, que ce soit en aide directe ou par la réalisation d'un certain nombre de guides. Donc ça, c'est quelque chose qui a été validé au cours du mois de juin et qui sera mis en place à partir de cet automne pour aider les différentes collectivités dans ce cadre-là. Le deuxième point sur la connaissance qui est géré par l'agence, donc ici vous avez plein de jolies couleurs. Ces jolies couleurs, elles sont créées par la plateforme de géoservice Cigogne et elles vous indiquent un petit peu les différents ressources, les différents enjeux de biodiversité qu'ils peuvent avoir sur le territoire, que ce soit avec des localisations précises de la biodiversité ou un certain nombre d'indicateurs qui vous permettent de savoir qu'est-ce qu'il en est de l'état des espèces, faune, flore et des habitats sur le territoire, sur votre territoire à différentes échelles. Voilà. Je vais en avoir fini pour la présentation de territoire engagé pour la nature. Simplement, sachez qu'on peut vous accompagner pour produire ce plan d'action, que ce soit moi, que ce soit Mathieu, que ce soit les autres membres de l'agence. On est là pour vous aider à réfléchir aux actions qui peuvent être mises en place pour qu'elles soient adaptées à votre territoire. Je vais passer la parole à Emmanuel pour la suite, qui est en vidéo. Donc, peut-être avant le passage d'Emmanuel, on peut prendre une ou deux questions dans le chat, si vous avez des questions par rapport à la reconnaissance TEN. On n'en parlera plus en détail en fin de session, mais si vous avez une ou deux questions, on peut les prendre maintenant, avant qu'Emmanuel prenne la parole, le temps qu'on installe la suite. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à l'écrit pour le moment, et on fera des échanges avec des mains levées un peu plus tard en fin de session. Donc, je vous laisse une petite minute pour prendre le clavier. Et puis, Emmanuel, si tu peux allumer ta caméra. Alors, pourrons-nous avoir ce PowerPoint? Oui, il pourra être mis à disposition sur la plateforme de l'agence. Il n'y a pas de souci, ou on pourra l'envoyer à l'ensemble des participants. On l'enverra à l'ensemble des participants. Juste pour vous dire aussi que la reconnaissance TEN en région, elle est ouverte pour les communes et aussi pour les regroupements de communes. Communauté d'agglo, Comcom. Oui. Voilà, tout ce qui est EPCI. C'est-à-dire, mais par contre, on ne peut pas déposer un plan pour deux communes qui auraient un projet en commun. Oui. Il faut que chaque commune dépose son plan, si ce n'est pas un EPCI. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, Emmanuel, tu peux mettre ton micro, on te donne la parole pour la suite. Je défilerai les diapos quand tu lèves la main. Très bien. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui. Oui, c'est bon. Très bien. Alors, pour ma part, j'anime un programme qui traite de ce qu'on appelle les solutions d'adaptation fondées sur la nature. Alors, je vais couper ma caméra parce que je n'ai pas la fibre et je veux éviter les problèmes de connexion. Donc, pour comprendre l'intérêt du programme, il faut quand même que je commence par poser quelques éléments de contexte. En fait, parmi les actions qui peuvent être menées en faveur de la biodiversité, certaines permettent en même temps d'améliorer la résilience du territoire, des territoires face au changement climatique. C'est ce qu'on appelle des solutions d'adaptation fondées sur la nature, ou SAFN, pour aller un peu plus vite.
Pour être plus précis, tu peux faire défiler. L'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, qui a développé ce concept de solution fondée sur la nature, définit une ESAFN comme une action concrète, donc soit de préservation d'un écosystème en bon état écologique, soit d'amélioration de sa gestion, soit de restauration ou de création d'un écosystème, en vue de s'adapter au changement climatique, tout en produisant un gain net de biodiversité et en bénéficiant au bien-être humain. Donc, on va prendre un exemple pour que ce soit un peu plus concret. Imaginons, tu peux passer à la slide suivante. Imaginons un projet qui viserait à renforcer le patrimoine arboré d'une commune, puisque c'est voilà, un type de projet un peu en vogue en ce moment. Donc, renforcer le patrimoine arboré de la commune par l'ajout d'arbres à des points stratégiques. Donc, ça peut être en bord de route, sur les rives, sur les vacants délaissés urbains, dans les parcs. Et par la requalification des zones de plantation. Donc, reprise du nivellement de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales de surface en centre de chaussée, réfection de la chaussée, désimperméabilisation de surface suffisamment grande pour la création de la fosse, plantation des pieds d'arbres, etc. Eh bien, ce projet, il va présenter des bénéfices à plusieurs niveaux. Pour la biodiversité d'abord, il va permettre de créer de nouveaux habitats pour accueillir diverses espèces. Il va permettre de créer des corridors écologiques pour relier les différents espaces verts et donc permettre le déplacement des différentes espèces. Vous savez, c'est cette notion de trame verte. Et il va aussi permettre d'améliorer la résilience du patrimoine arboré par une meilleure infiltration des eaux de ruissellement via la désimperméabilisation et par éventuellement un choix d'essence aussi un peu plus adapté au climat à venir. Voilà. En matière d'adaptation au changement climatique, maintenant, ces arbres vont permettre de lutter contre les effets d'îlots de chaleur urbains grâce à l'ombre apportée par le couvert végétal. Vous savez, on s'attend à ce que les épisodes de vagues de chaleur et de canicule se multiplient avec le temps à cause du changement climatique. Et une fois de plus, la désimperméabilisation va aussi permettre donc une meilleure infiltration des eaux pluviales et donc de contribuer à la restauration du petit cycle de l'eau et aussi améliorer la résilience de la ville, du village face au risque inondation. Et enfin, le projet va aussi contribuer à améliorer le cadre de vie des habitants, à améliorer la qualité de l'air grâce à l'absorption de la pollution par les arbres et à atténuer le CO2, enfin séquestrer du CO2 et donc atténuer le changement climatique. Donc là, on a un type de projet qui répond donc à cette définition de SAFN. Donc je parle de renforcement du patrimoine arboré, parce qu'encore une fois, c'est un sujet un peu en vogue, mais le panel d'actions qui peut être mené est assez large. Il peut s'agir voilà, d'adopter des techniques douces de gestion des eaux pluviales, de restaurer les zones humides, de rouvrir des cours d'eau, de préserver, restaurer les haies, etc. etc. Plusieurs plans et stratégies font la promotion de l'utilisation de ces solutions d'adaptation fondées sur la nature. À l'échelle nationale, d'abord, on a le plan national d'adaptation au changement climatique, le PNAC, qui, dans sa dernière version, postule que les stratégies d'adaptation doivent envisager en premier lieu les solutions fondées sur la nature, avant même les solutions d'ingénierie plus classiques, et les privilégier partout où c'est possible. Toujours à l'échelle nationale, on a aussi la stratégie nationale biodiversité, qui traduit l'engagement de la France en matière de biodiversité, fixe une série d'objectifs et de mesures, dont l'une vise à mobiliser les collectivités en encourageant le recours aux solutions fondées sur la nature. Et à l'échelle régionale, la SRB, qui a été présentée par Nadine en introduction, encourage aussi la promotion de ces solutions fondées sur la nature dans un contexte de changement climatique. Donc, pour faciliter l'atteinte des objectifs de ces différents plans, et notamment celui du PNAC, un projet piloté par l'OFB et cofinancé par la Commission européenne a vu le jour en 2020 pour créer donc les conditions d'une généralisation au recours de ces solutions d'adaptation fondées sur la nature. Donc pour ça, il y a diverses actions menées à toutes les échelles. À l'échelle nationale, voilà, on a différents travaux de mise en réseau d'acteurs, de production de ressources pour mieux connaître les actions qui peuvent être menées.
Il y a des événements qui sont aussi organisés pour faire de la communication, valoriser les projets déjà existants. À l'échelle locale, on a un programme démonstrateur composé de 10 sites pilotes sur lesquels divers projets de SAFN sont mis en œuvre et font l'objet d'un suivi pour aussi pouvoir démontrer et valoriser le potentiel de ces actions. Et enfin, à l'échelle régionale, une démarche d'animation est menée grâce à la présence d'un animateur dans chaque région. Donc le rôle de ces animateurs, dont je fais partie, c'est de communiquer sur ces liens qui existent entre biodiversité, adaptation au changement climatique, de sensibiliser sur ces sujets, sur les différents types d'actions qui peuvent être menées par les collectivités. Donc il peut s'agir de faire des interventions dans des événements, de proposer des animations aux collectivités. Et le rôle de ces animateurs, c'est aussi d'appuyer les porteurs de projets en apportant des conseils sur quelles sont les questions à se poser quand on veut mener ce type de projet pour éviter justement, au contraire, de faire de la maladaptation ou de faire des projets qui seraient finalement qui apporteraient peu de bénéfices pour la biodiversité. C'est faire connaître les outils qui existent pour aider la prise de décision, informer sur les financements disponibles, sur qui sont les acteurs qui peuvent après appuyer techniquement la mise en œuvre de projets, etc. Et c'est aussi partager les retours d'expérience existants pour montrer que les collectivités arrivent très bien à mettre en œuvre ce type de projet. Voilà, donc j'ai mis mon contact sur la slide et vous pouvez me contacter si besoin pour des conseils donc, sur ce type de projet SAFN. Voilà. Très bien, merci Emmanuel. Si vous avez des questions par rapport au SAFN, en attendant que Morgane prenne la parole, on vous laisse les noter. Sachez que ces questions aussi, nous, en fin de webinaire, on va pouvoir se servir de toute cette matière pour éventuellement revenir vers les personnes qui posent ces questions ou proposer un certain nombre de réponses de réponses à ces questions qu'on pourra vous transmettre. Donc, si vous avez des questions par rapport à ce sujet-là, n'hésitez pas à les partager dans la fenêtre de conversation. La végétation d'une cour d'école peut-elle entrer dans le cadre des SAFN? Emmanuel? Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs des projets qu'on voit de plus en plus émerger en ce moment. Donc oui, ça permet à la fois de bénéficier à la biodiversité et d'adapter les cours d'école au changement climatique, effectivement. Très bien. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on y reviendra en fin de session et je vais passer la parole à Morgane pour le volet air terrestre éducatif. Merci Bruno. Donc bonjour à tous. Morgane Laporte, donc je suis chargée de mission mobilisation citoyenne à l'Agence régionale de la biodiversité et également l'animatrice du dispositif que je vais vous présenter des aires terrestres éducatives. Donc c'est un dispositif national qui a été cofondé par les 3 ministères de l'Éducation nationale, de la transition écologique et de l'outre-mer. Le pilote national du réseau des aires éducatives dont fait partie les aires terrestres éducatives est en charge de l'OFB, qui garantit également le label. Et en Bourgogne-Franche-Comté, le pilotage est à la direction régionale de l'OFB avec Claire Maruet-Jolle et l'animation a été déléguée à l'Agence régionale de la biodiversité en passant par nous. Pour un petit historique, en fait, le dispositif est né un petit peu loin, donc en Outre-mer, aux îles Marquises. Donc, après un rapport sur la baie de Vanuatu par rapport à la dégradation de la biodiversité, l'école qui se situait à proximité de la baie s'est un peu alarmée de ce constat et les élèves ont voulu devenir acteurs, en fait, de la gestion du milieu.
Et suite à cette première question, en fait, il y a eu émergence d'idées auprès des 3 ministères qui se sont concertés et ont fini par aboutir à une idée générale des aires éducatives, donc avec 8 sites pilotes en 2016. Puis, le dispositif ayant marché au niveau des sites pilotes a perduré et petit à petit s'est étendu à la France métropolitaine et également au territoire avec les aires terrestres éducatives. En Bourgogne-Franche-Comté, donc l'année dernière, en 2022, on a eu 22 aires terrestres éducatives qui ont obtenu le label. Et actuellement, en Bourgogne-Franche-Comté, on a 36 aires terrestres éducatives. Mais concrètement, c'est quoi? Donc, c'est une zone naturelle et semi-naturelle à destination des enfants de cycle 3 et 4, donc encadrés par leurs enseignants, évidemment, les programmes se font en classe, et accompagnés d'un référent d'éducation à l'environnement pour compléter les connaissances en préservation du milieu. Le but, en fait, est de créer l'éco-citoyen de demain avec la sensibilisation à la préservation de la biodiversité par la gestion participative d'un territoire, donc d'une petite zone, qui suit 3 axes, donc connaître, vivre et transmettre. Le but, voilà, c'est de créer des enfants acteurs et décideurs des actions sur une zone. Tout en ayant la sensibilisation des milieux. Oui. Alors, la particularité de cette zone, elle doit se trouver donc en dehors de l'établissement scolaire. C'est là où la collectivité peut avoir un premier rôle primordial dans le choix de cette zone qui se fait par les enfants lors d'un conseil des élèves qui s'appelle le Conseil de la Terre. Donc, c'est la première étape. La commune ou la collectivité peut proposer plusieurs sites potentiels à ces terres terrestres éducatives et ça a un projet parallèle en fait où la collectivité peut apporter un appui dans les valeurs citoyennes. En général, ce qui peut se dérouler, c'est que l'enseignant et les élèves vont communiquer un courrier à la commune pour faire la demande d'exploitation de ces terres terrestres éducatives par les enfants, pour ensuite faire un état des lieux et suite à cet état des lieux, proposer des actions. Donc, c'est le prémisse en fait d'une synergie territoriale. De plus, donc pourquoi la zone doit être en dehors de l'établissement? C'est parce qu'elle doit être ouverte à tous. Les enfants doivent pouvoir y retourner avec leurs parents ou les habitants de la commune en dehors des ouvertures de l'établissement scolaire et du coup vraiment s'y rendre à n'importe quel moment pour exposer un projet de l'école ou de la collectivité sur la préservation de la biodiversité au moyen d'un dispositif de mobilisation citoyenne. Donc voilà, vous avez 3 exemples qui existent en Bourgogne-Franche-Comté. On voit bien que chaque zone se trouve quand même à proximité des établissements. D'autre part aussi pour pouvoir éviter les frais de transport scolaire. Alors, la particularité de ce dispositif, donc, c'est qu'il suit une méthodologie qui permet de poser un cadre à l'enseignant et de donner un objectif aux enfants. Donc, dans un premier temps, l'état des lieux qui donne suite à la proposition d'action. Et toutes ces étapes, en fait, peuvent permettre la demande de la labellisation des aires terrestres éducatives la première année. Donc, la labellisation peut être aussi également un objectif de la part de la classe, des enfants, et donner une valeur vraiment officielle du site. L'accompagnement de la collectivité dans les premières étapes et au cours de l'année scolaire peut donner aussi une validation officielle de l'existence de l'aire terrestre éducative. Et en plus de ça, les élus ou techniciens de la commune peuvent également participer au conseil élargi des enfants qui peut se réaliser au cours de l'année et voir ensemble en fait comment prendre les décisions et les valeurs citoyennes autour de la gestion d'un site. Donc, effectivement, il y a un coût sur ce dispositif. La première année, il est considéré entre 3 000 et 5 000 euros, sachant que la
plupart du temps, ce qui coûte le plus cher, c'est les interventions du référent d'éducation à l'environnement qui va compléter les compétences de l'enseignante en préservation de la biodiversité et les compétences naturalistes. Le projet est amené à être pérenne, donc du coup, on imagine qu'au fur et à mesure des années, l'enseignant va prendre en compétence les notions de naturaliste et de préservation des milieux et se passer petit à petit du référent. Puis le référent ensuite va aller donner ses compétences à une autre aire terrestre éducative. Donc le coût est amené à diminuer au fil des années, sachant que voilà, il existe plusieurs financements actuellement. L'OFB cette année accompagne au travers d'un appel à projet les aires terrestres éducatives. Il y a aussi des financements participatifs de type la trousse à projet. Et actuellement aussi, pour cette année, l'Éducation nationale permet de financer les aires terrestres éducatives au moyen d'un financement qui s'appelle l'école Faisons-la ensemble. Et bien sûr, actuellement, des communes accompagnent déjà des aires terrestres éducatives dans le coût financier. Donc, la collectivité peut avoir un appui technique, mais également un appui financier. Qui peut être décidé d'accord comme un accord entre l'enseignant et le référent d'éducation à l'environnement, qui en général a des compétences également en gestion de sites et en bilan financier. Donc, en fait, la TE, ça peut devenir un lieu commun, enfin, de vie commune à la collectivité. Elle est prémisse d'une synergie territoriale. Donc, la collectivité peut être un appui aux valeurs citoyennes. Ça peut permettre d'intégrer ou de renforcer de façon concrète une politique d'éducation à l'environnement au sein de la collectivité. Le fait que la collectivité participe à ce projet aussi, ça peut permettre la facilitation de la mise en relation avec les partenaires territoriaux entre la classe et les différents gestionnaires de type milieu naturel ou forestier. Et bien sûr, ça peut être aussi un soutien non négligeable sur la communication du projet où, par exemple, la commune ou la collectivité, via un bulletin, peut participer donc à communiquer sur les projets qui s'effectuent sur l'aire terrestre éducative. Donc voilà, ça a pour but en fait vraiment de créer un lien dans la préservation des milieux, sur la gestion participative d'un site et également aussi de créer des liens intergénérationnels. Donc voilà, ça a vraiment pour but une dynamique territoriale et ça peut également donner une plus-value en fait à votre territoire et permettre de valoriser la préservation de la biodiversité au moyen de la mobilisation citoyenne avec l'engagement en fait de plusieurs générations, des enfants aux parents, aux habitants de votre commune. Actuellement, donc en Bourgogne-Franche-Comté, ça sensibilise environ en moyenne, mais c'est beaucoup plus de manière concrète, 1500 élèves. C'est environ 50 enseignants mobilisés pour l'instant. Donc cette année, on a 29 qui ont obtenu le label. Vous pouvez voir que la répartition territoriale, elle est très hétéroclite en fonction des territoires. Donc, il n'y a pas de préférence. Hein. Enfin, c'est assez hétérogène. Donc, le but vraiment de ce dispositif, c'est de développer l'éco-citoyenneté, de reconnecter les élèves, mais également les habitants d'une commune à la nature, et de faire émerger des synergies territoriales à laquelle votre collectivité peut apporter un appui énorme, mais qui peut être aussi une plus-value territoriale dans la préservation de la biodiversité. À titre d'exemple, pour l'année prochaine, une commune m'a abordé qui avait connaissance du dispositif et elle va créer donc une aire terrestre éducative en partenariat évidemment avec l'enseignante et la classe. Et l'aire terrestre éducative va être vouée à devenir un lieu de vie commune et donc pour tous les habitants, un point de rencontre, mais également, pour la petite anecdote, un point de départ d'un futur sentier de randonnée, si ça peut donner des idées. Donc voilà, le but de l'aire terrestre éducative, effectivement, c'est à destination des enfants pour qu'ils deviennent acteurs, mais c'est également aussi à destination des collectivités pour faire valoriser
donc la préservation de la biodiversité au moyen de la mobilisation citoyenne. Donc, n'hésitez pas à me contacter par la suite. Donc, mon contact est dans le PowerPoint qui vous sera transmis par la suite, mon numéro de téléphone également. Et si jamais, moi, j'ai une petite question pour vous suite à cette présentation. Est-ce que vous seriez intéressé par ce type de projet d'aire terrestre éducative dans votre collectivité? Si vous avez envie de répondre dans le chat, n'hésitez pas pour que j'ai une petite idée de qui éventuellement pourrait me contacter dans les prochains mois à venir. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Une petite question dans le chat pour savoir où est la liste des aires terrestres éducatives, où est-ce qu'on peut la retrouver? Sur le site de l'ARB. Voilà. On voit que la commune de Semenon est déjà motivée par le volet aires terrestres éducatives. Voilà. Avec joie. Donc, on vous laisse également poser vos autres questions si vous en avez dans le chat. Chietini, d'autres personnes intéressées par les aires terrestres éducatives, commune de Couche. Super. Il y a l'air d'avoir un engouement dans le chat pour le sujet. On est vraiment ravis. Et vous voulez poursuivre et éventuellement poser vos questions pendant qu'on va passer la parole à Bertie Massé et à Christiane Maurer pour notre dernier axe pour ce matin, qui sont les pionniers ordinaires de la transition écologique. Donc, n'hésitez pas à me faire signe quand vous voulez que je passe de diapo, mesdames. Fais un petit test de micro. Oui, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour. C'est tout à fait bon. Je vous laisse vous présenter. Merci. Donc, je suis Bertie Massé, chargée de mission énergie renouvelable et mobilisation citoyenne à la région, au sein de la direction de la transition énergétique, et je co-anime le réseau des PEUT avec notamment Christiane. Donc, Christiane Maurer, qui est responsable de projet à Energy Cities, réseau européen de collectivités territoriales basé à Besançon depuis 30 ans, engagé sur les questions de transition écologique. Alors, avant de dérouler notre petite présentation, on voulait savoir si parmi vous, il y en a qui connaissent, que vous avez déjà entendu parler du réseau des PEUT. Donc, les pionniers ordinaires de la transition écologique, si vous pouvez nous répondre par le chat, oui ou non, pour avoir une petite idée. Merci. C'est un petit peu partagé, mais en tout cas, ça ne vous est pas complètement inconnu. Et puis, donc, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, est-ce que sur vos territoires, vous connaissez une ou plusieurs PEUT? Non. Bon, quelques-uns quand même. OK, merci. Donc, on va pouvoir vous faire déjà un petit retour sur l'historique. Bruno, s'il te plaît, si tu veux bien dérouler la première diapo pour vous expliquer comment est né ce concept de PEUT. Donc, il est né en 2013 à l'occasion du débat national sur la transition énergétique qui était relayé en région, d'une volonté, alors déjà côté Franche-Comté de la région, de l'ADEME et d'Energy Cities, d'identifier des pionniers sur les territoires pour porter ce débat en région et pour montrer que la transition était en marche sur le territoire. Et côté Bourgogne, il y avait aussi une volonté de valoriser des pionniers, donc qui se faisait plutôt par des formats par des portraits vidéo qui étaient diffusés sur différents canaux. Et suite à la fusion des régions, donc la présidente Marie-Guide Dufay a souhaité s'appuyer sur cette communauté d'acteurs qui avait été identifiée depuis quelques années et faire réseau, cette fois à l'échelle Bourgogne-Franche-Comté, pour donner de l'élan à la transition énergétique au départ. Je ne l'ai pas dit, mais en tout cas, l'acronyme PEUT signifiait Pionnier ordinaire de la transition énergétique, en référence donc à ce débat national.
Et donc, pour donner de l'élan à cette transition en région, aux côtés des politiques plus traditionnelles. Donc, le réseau des POT est né en octobre 2017 autour d'un premier cercle d'une cinquantaine de POT qui nous a aidés à co-construire un programme d'animation qui ne cesse d'évoluer depuis en fonction notamment des besoins des POT. Donc en 2020, l'acronyme POT a évolué et signifie désormais donc pionnier ordinaire de la transition écologique, puisque par essence, un POT, vous allez le comprendre, œuvre souvent dans différents domaines d'activité et pas seulement sur les seules questions énergétiques. Et donc le réseau compte aujourd'hui plus de 500 POT. Merci, Christiane. Alors, qui sont les potes? En fait, ce sont des personnes physiques qui entrent dans le réseau à titre personnel, mais qui sont comme tout en chacun, en fait, qui peuvent porter différentes casquettes, telles que citoyens, militants associatifs, élus, agents territoriaux, chefs d'entreprise, employés, artisans, etc. Et ce qui les rassemble, vous l'aurez compris, c'est qu'en fait, ils agissent ou ils ont envie d'agir en faveur de la transition écologique, et ce, dans des domaines qui vont de l'agriculture à l'énergie, en passant par l'alimentation, l'artisanat, les transports, la culture, la formation, etc. Et donc un peu tous les domaines qui peuvent avoir un lien avec la transition écologique. Et surtout, ils se rassemblent autour de valeurs qui sont une vision d'un futur plus humain et durable. Ils sont aussi animés par des valeurs d'altruisme et de partage, et ils se sentent concernés par le collectif. Donc voilà un peu qui sont ces 500 potes. Donc on va dire un regroupement de personnes très diverses par leur domaine d'activité, mais qui se rejoignent par leur envie de partager et d'agir pour la transition écologique. Merci. Alors, 3 objectifs ont été identifiés pour ce réseau. Donc, valoriser les POT et leurs initiatives pour, dans l'idéal, favoriser l'essaimage de toutes ces initiatives, faire émerger des projets collectifs et favoriser l'entraide pour accélérer les projets de transition en région. Donc, le réseau est animé par une équipe composée donc, de la région d'Energy Cities, mais également de l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté et de l'Agence régionale de biodiversité depuis cette année, suite à une volonté de fusionner le réseau des ambassadeurs de la biodiversité et le réseau des POT. Et le programme d'animation donc, est co-construit avec les POT et voilà, mise en œuvre sur la base d'une animation qu'on espère participative, créative et innovante. Donc, voilà, ce programme d'animation, donc comme le disait Bertie, il est co-construit. Donc ça, c'est aussi une des spécificités de notre réseau qui part aussi beaucoup des envies et des suggestions des potes eux-mêmes. Depuis cette année, donc, on a 2 thèmes principaux, enfin 2 thèmes qui sont voilà, sur lesquels on met un accent particulier cette année. Le premier, c'est la biodiversité. Donc avec notamment l'arrivée de l'AFB dans le dispositif d'animation du réseau, mais aussi la question de la sobriété qui est fortement portée par l'ADEME. Et je dirais également, alors ça pas depuis cette année, mais depuis la création du réseau, un des fils rouges de notre programme d'animation, c'est le lien avec le territoire. Parce que sans les politiques publiques qui sont mises en place au niveau territorial, voilà, les POT ont aussi cette existence au niveau territorial, et ce lien qui n'existe pas toujours entre territoire et POT, nous on a à cœur de le renforcer, ou quelquefois même de le créer, pour que les politiques publiques locales puissent s'appuyer aussi sur les forces vives de leur territoire
et les actions portées par les potes. Alors voilà, on a différents outils, une plateforme d'échange, une page Facebook, un groupe LinkedIn et différents supports de communication qui permettent aux potes d'échanger entre eux et puis de renforcer leurs compétences, de lier faire créer des projets. Pour ça, on organise des rencontres, des visites chez les potes sur le terrain ou bien des visites virtuelles. On a des groupes de travail, donc Bertie va revenir dessus tout de suite. Et puis, on essaie d'utiliser aussi des méthodes créatives pour aider les potes à améliorer leurs propres projets ou à bonifier leurs projets entre eux par le biais de méthodes d'intelligence collective. Alors, pour vous donner quelques exemples des modes de fonctionnement du réseau, effectivement, chaque année, des groupes de travail peuvent être proposés soit à l'initiative de potes, soit d'autres acteurs d'ailleurs. Donc, c'était le cas, je vais prendre l'exemple de la démarche Habiter heureux en Bourgogne-Franche-Comté, qui est venue d'une volonté de certains potes, mais également de collègues à moi qui travaillent dans le service efficacité énergétique et bâtiment. Donc, de mobiliser le réseau des potes sur la question du bâtiment pour apporter un autre regard, prendre un peu de hauteur sur ce sujet présumé technique, en faisant avancer concrètement en essayant déjà de faire avancer concrètement des projets publics de construction, de rénovation. Donc en 2021 a été constitué un premier groupe de potes auquel se sont associés des habitants du territoire sur un projet à Tramail, proposé par le maire Michel Maillat, qui est un pote de la première heure, pour accompagner un projet de rénovation d'un ancien hôpital, puisqu'il souhaitait créer des logements seniors et une micro-crèche. Donc, on a travaillé plusieurs mois dans le cadre de ce groupe de travail Habiter heureux en Bourgogne-Franche-Comté pour faire des préconisations à l'architecte en charge du projet sur les questions de transition socio-écologique, sur cette question du bâtiment, mais également un peu au-delà de la parcelle et puis des liens que peut susciter sur le territoire ce projet. Et donc, ça, c'était la première expérimentation. Et cette année, on a lancé une deuxième expérimentation sur un autre territoire dans le Jura, à Blétrand, pour accompagner le maire dans la création d'un écoquartier sur sa commune. Comme je le disais tout à l'heure, donc on organise aussi des visites pour faire découvrir aux potes les initiatives d'un autre pote. Et à titre d'exemple, donc on a eu en 2002 une visite à Ulteria. 2022 Pardon? 2022. J'ai dit quoi? 2022. Et puis plus récemment, en mai 2023, on a organisé une visite à Bretigny-les-Norges, donc près de Dijon, autour d'un pote qui s'appelle Aurélien Triou, qui est aussi élu de sa commune et qui agit sur qui nous a fait visiter son village et toutes les initiatives qu'il mène pour protéger la biodiversité, et notamment un verger conservatoire et la restauration de la rivière du village, et toutes les actions qui mènent en prévision du changement climatique. Et donc le matin était dédié à une visite sur le terrain, et l'après-midi, mais c'est l'ARB qui a animé une fresque sur la fresque de la biodiversité, donc avec les personnes, donc les autres potes visiteurs, et aussi pas mal de personnes du village lui-même qui étaient présentes qui illustraient aussi que la démarche que porte Aurélien au niveau de sa commune est une démarche qui est partagée par d'autres citoyens de sa commune, et aussi animée par eux. Voilà, donc c'est par ce biais-là aussi qu'on crée du lien entre potes, et qu'on ouvre aussi les perspectives sur des thématiques qui ne sont pas forcément connues de tous. Et puis, pour conclure,
le projet phare du moment du réseau des potes. C'est un projet donc qui a été, c'est la route des potes, qui a été officiellement lancé ce samedi. Donc c'est vraiment vraiment tout frais après 18 mois de travail assez intensif et collectif au sein du réseau. Et la route des potes, en fait, propose on va dire une offre un peu alternative de tourisme qui est à la croisée du tourisme de proximité et du tourisme durable. Et elle a d'ailleurs été développée en lien avec les acteurs du tourisme. Et elle propose cette route des potes aux habitants de Bourgogne-Franche-Comté, mais pas que, d'aller à la rencontre des potes qui agissent pour la transition écologique d'un bout à l'autre du territoire, hein. Et pour ce faire, donc il y a des potes volontaires qui proposent des ateliers pratiques, des activités sportives, des rencontres, des balades, des stages, etc. Pour partager leur savoir-faire, leur histoire, leur passion. Et à ce jour, il y a plus d'une cinquantaine d'étapes, donc qui sont déjà en ligne sur le site internet de la route. Donc vous voyez l'adresse sur le slide. Et ces étapes, elles sont relayées, elles sont centralisées, on va dire, dans la base de données Decibel Data, donc qui est une base de données qui rassemble toute l'offre touristique de Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça veut dire que les étapes de la route sont visibles dans les offices de tourisme et dans des divers sites internet qui font la promotion du tourisme en Bourgogne-Franche-Comté. Et à titre d'exemple, voilà, on a une étape chez Michel Maillat, qui est pote aussi de la première heure, qui est maire du village de Tramail et qui propose de venir découvrir la dynamique territoriale pour le climat de son village. Ou alors celle d'Aurélien Thiriou, dont on a parlé tout à l'heure, donc qui propose de découvrir des activités autour de la biodiversité. Mais pas que. Donc, on vous invite à aller sur le site pour découvrir les étapes de la route. Et puis, peut-être juste par rapport, comme on a un grand nombre de collectivités locales qui sont présentes aujourd'hui, quand on a présenté l'idée de route des potes en septembre 2022, il y avait 180 participants et un grand nombre de collectivités territoriales qui trouvaient très intéressant cette idée de mettre voilà, faire connaître la transition écologique par le biais des porteurs de solutions de leur territoire. Voilà, donc sur la slide suivante, vous voyez les différents liens et adresses pour en savoir plus sur le réseau des potes. Et bien sûr, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Et merci à Nadine d'avoir mis les différents liens dans le chat. Alors, on arrive effectivement en fin de présentation. Je remercie l'ensemble des intervenants. Et il est 11h30, on a un peu plus d'une vingtaine de minutes. On a été assez efficace sur les présentations. On a un peu plus d'une vingtaine de minutes pour répondre à vos diverses questions. Soit vous nous les écrivez dans le chat, comme c'est déjà le cas, et là, on va pouvoir vous passer la parole si vous utilisez le petit icône « Levez la main » pour que vous puissiez poser vos questions en direct. On essaiera de répondre à vos questions de la manière la plus précise possible, mais il faudra qu'on soit bref s'il y a beaucoup de questions, évidemment, pour qu'un maximum de personnes puissent s'exprimer et avoir les réponses à leurs interrogations. Donc, je vais prendre déjà la question de Madame Hanstedt. La commune de Plaine-Oiseau a déposé un projet dans le dispositif Envie de la région, espace nouveau village innovant, pour aménager un espace biodiversité, plantation d'arbres, prairies naturelles animées en direction des habitants avec le CPIE Bresse-Jura. Malheureusement, la région a abandonné cette aide cette année. Comment continuer avec les potes, avec les TEN, avec les solutions d'adaptation fondées sur la nature? Donc, sur le volet
comment dire, mobilisation citoyenne et réalisation d'un plan d'action au niveau de l'échelle communale, TEN serait une bonne manière d'avoir une vision ensemblière de ce qui peut être fait. Par contre, pour ce qui est des aides financières, c'est pas le dispositif. Donc, au niveau de la région, est-ce que vous avez des réponses par rapport à ce sujet-là? Je dirais qu'on a des aides qui sont un peu différentes que le système Envie, qui prenait en compte globalement. Donc là, on va plutôt avoir des aides sur de la plantation d'arbres ou d'un verger conservatoire ou de la renaturation en ville. Ou voilà. Donc après, il va falloir tronçonner un peu le projet si vous aviez un projet global que je ne connais pas. Mais voilà, c'est vrai que pour l'instant, les financements type Envie sont arrêtés. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Après, les dispositifs TEN et SAFN peuvent vous apporter une assistance technique. C'est plus sur ces volets-là que sur l'assistance financière. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en profite là, vu qu'il n'y a pas de questions. Je ne sais pas si vous avez perçu au sein de cette présentation là qu'en fait les dispositifs qui vous ont été présentés, ils sont liés. Il y a un lien entre tout ça. Vous pouvez très bien vous appuyer sur le réseau des potes pour le retour d'expérience et les idées, sur le dispositif des SAFN pour un projet d'aménagement par exemple d'une cour d'école, et enfin sur le dispositif ATE pour toucher donc l'aspect mobilisation citoyenne. Et en utilisant donc, ces dispositifs, vous pourrez, si vous le souhaitez, et en même temps, en parallèle, demander la reconnaissance territoire engagé pour la nature. Voilà, on vous a présenté les choses les unes à la suite des autres, mais voilà, c'est important de comprendre que tout en fait, ça se chevauche, ça peut s'entremêler pour, à la fin, si vous le souhaitez, vous pourrez obtenir cette reconnaissance territoire engagé pour la nature, qui viendra un peu mettre en lumière tout ce que vous avez décidé d'entreprendre. J'ajouterais que le dispositif TEN, ça vous permet d'avoir un accompagnement de l'ARB, c'est-à-dire vous allez arriver avec vos idées et on va pouvoir construire à partir de ça, vous aiguiller, vous aider à construire un projet qui soit à la fois cohérent et qui soit aussi finançable, qu'on puisse vous aider et vous aiguiller. Donc c'est cet accompagnement-là que vous allez pouvoir venir trouver auprès de l'ARB dans le cadre de TEN. Et peu importe la porte que vous allez choisir, si vous choisissez de rentrer par le dispositif ATE, il y aura forcément des échanges qui vont se créer avec Morgane. Vous trouverez peut-être d'autres idées en plus de l'ATE, et puis le dispositif territoire engagé pour la nature, il viendra peut-être après. Mais comme vous l'avez vu, on travaille ensemble, on échange, et puis on... Très bien. D'ailleurs, la question a été posée tout à l'heure sur le dispositif ATE et puis sur les potes, mais on ne vous a pas interrogé sur territoire engagé pour la nature. Pourriez-vous nous indiquer dans le chat qui serait intéressé par la démarche territoire engagé pour la nature également? J'espère qu'il y a quelques personnes qui sont moins intéressées par le dispositif. La commune de Couche, très bien. Alors, monsieur Girardbec, je ne me rappelle pas pour quelle commune vous intervenez. Saumur, d'accord. Saumur, très bien. On est déjà en contact avec Claire Marujol qui nous accompagne sur l'Atlas sur la biodiversité. On a déjà une aire terrestre éducative, on a aussi l'école du dehors, on a développé quand même beaucoup de choses. Et on est sur notre fin d'ABC et justement, on va essayer de dégager des enjeux particuliers pour la commune de Saumur. On souhaiterait en fait créer des fiches actions justement pour le territoire engagé pour la nature, tout en étant contraint par les lignes budgétaires aussi communales.
Et Claire, elle est au courant de tout ça. Mais j'ai vu qu'aussi Emmanuel Toris, elle m'accompagnait sur un dossier du Lufracor à l'époque sur des biens sans maître. Je vois qu'elle est aussi, qu'elle a bifurqué à l'OFB, donc ça va être intéressant aussi de voir avec elle comment ce mur en auxois peut continuer. Et surtout, l'idée qu'on a par rapport à l'ABC, c'est de pérenniser des actions qui iraient aussi au-delà du mandat pour qu'elles puissent aussi aller au-delà des élus. C'est-à-dire que nous, l'idée, c'est peut-être que les élus changeront dans 3 ans et c'est comment on arrive à rentrer dans l'ADN même de la commune, des habitants, pour que les actions puissent continuer. Voilà. Et on voudrait en fait, au travers des TEN, pouvoir justement engager ça. Très bien, merci. Alors, je vois qu'il y a eu plusieurs communes qui se sont manifestées. Je vous remercie pour ça. On a eu quelques questions également. Excusez-moi, j'ai perdu l'écran une petite seconde, ça se rallume. Voilà, très bien. Il y avait une question entre ABC et contraintes sur le PLU. Donc, Claire, tu peux peut-être te laisser répondre sur ce sujet-là. Oui, merci Bruno. Pour ce qui est de l'ABC, dans un premier temps, c'est un inventaire et un diagnostic des enjeux de la commune. Et après, dans un second temps, c'est intégrer ces enjeux de la biodiversité dans les politiques de la commune. Et ça peut être aussi dans le PLU si la commune le souhaite. Mais il n'y a pas de contrainte au niveau de l'ABC et de la mise en place de l'ABC sur le PLU directement, même si c'est quand même un enjeu et que l'OFB est attentif dans le choix des projets financement d'ABC pour que ce ne soit pas juste un inventaire et que ce soit ensuite oublié dans un fond de placard, mais vraiment que l'ABC soit une première marche pour que la commune prenne en compte les enjeux de biodiversité qui sont sur la commune et qu'ensuite elle mette en place des aménagements ou que ce soit pris en compte dans toutes les politiques communales. Voilà. Merci. Si j'ai répondu. Oui. Concernant la question sur Besançon, est-ce qu'il a déjà fait une demande? On est en relation avec Monsieur Lelièvre et je dois le rencontrer mi-août pour le dispositif TEN. Voilà. Ensuite, une question concernant la communauté de communes. TEN et une commune en particulier, c'est pas, il n'y a pas de problème d'avoir une communauté de communes qui est TEN et également certaines communes du territoire. C'est juste qu'il va y avoir des plans d'action qui vont être faits de manière complémentaire les uns avec les autres. Les niveaux d'action et de responsabilité des communes et des collectivités ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, les champs d'action vont être complémentaires. Donc, au contraire, c'est très, très bien si on peut avoir et la Comcom et certaines communes du territoire qui sont impliquées sur différents leviers d'action. Au contraire, ce serait très, très bien. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Est-ce que j'ai raté des questions dans la question sur le PLU? Commune de l'Auxerrois avec un projet d'ABI, très très bien. Parfait. Autre question, je vous ai présenté le dispositif guichet vert rapidement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez mettre en application pour la mise en place de vos rôles d'acheteurs publics? Faire appel à ce guichet pour aider à améliorer le contenu en termes écologiques, on va dire, de la commande publique. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous pensiez que ça pourrait être intéressant pour vos collectivités? Parce que c'est quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, qu'on va mettre en place à partir du mois d'août. On travaille avec l'ARNIA sur le sujet et on voudrait vraiment s'adapter aux besoins du territoire et c'est l'occasion de vous demander un petit peu quels seraient vos besoins par rapport à... alors, est-ce que c'est un accompagnement RSE? Qu'est-ce que vous entendez par un accompagnement RSE? Le CAUE n'est pas actif directement sur le guichet vert. Accompagnement RSE, responsabilité sociétale des entreprises. On est sur l'accompagnement des acteurs publics, des acheteurs publics, donc pas des entreprises. Donc c'est vraiment
pour l'aide, pour la mise en place des marchés publics et pas le travail des entreprises. Mais au niveau des entreprises, il y a Entreprises engagées pour la nature qui permet aussi d'accompagner les entreprises si elles veulent mettre en place un plan d'action pour améliorer leur impact sur la biodiversité. Merci pour ce complément d'intérêt. C'est vrai que je m'adresse aux collectivités, j'oublie le volet entreprise, mais tout à fait, il y a des dispositifs pour aider les entreprises. Donc, l'ARNIA donnera toutes les indications pour voir comment activer et vous aider au niveau du guichet vert à partir de ce début d'automne. Un recrutement qui devrait avoir lieu en septembre. Le temps de caler la mission, ce sera courant de l'automne qu'on pourra commencer à aider les collectivités sur leur rôle d'acheteur public. Et comment porter à connaissance tous ces dispositifs, notamment au niveau des petites communes. Donc, il y avait déjà, c'était le principe de ce webinaire, déjà de commencer à activer auprès des collectivités, de montrer un petit peu le panel de tout ce qui pourrait être à disposition, parce que c'est vrai qu'une des premières difficultés, c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils peuvent actionner comme levier. Donc, c'était l'idée de ce webinaire et il sera rediffusé, on l'espère, consulté largement. À côté de ça, il y a la région qui œuvre à la mise en œuvre d'une newsletter. C'est bien ça? Nadine, tu peux en dire deux petits mots peut-être? Oui, il y a une newsletter qui est en préparation à destination de toutes les communes de Bourgogne-Franche-Comté. Et la prochaine parlera justement de territoires engagés pour la nature. Elle devrait être éditée à l'automne, je pense fin septembre ou plus tôt. On parle de newsletter papier, pas de newsletter numérique. Hein. Ça sera envoyé vraiment dans les communes. C'est vrai que avoir le temps de faire cette veille pour connaître tous les dispositifs, c'est quelque chose d'assez long et délicat. Un autre dispositif dont je n'ai encore une fois pas parlé parce qu'il n'est pas encore finalisé, mais il devrait y avoir courant 2024 la mise en place d'ingénierie financière au sein de l'agence pour permettre de vous aider à monter les dossiers de demande d'aide, de subvention à différentes échelles et de savoir quel levier vous pouvez mobiliser. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore finalisé, mais on espère pouvoir mettre en place cette ingénierie financière à destination des petites et moyennes collectivités au cours de l'année 2024. Je ne vais pas en dire beaucoup plus pour le moment en attendant que toutes les choses soient signées. Ce serait dommage si ça n'arrive pas. Je vous aurais annoncé un truc qui ne se fait pas. Ce serait malheureux. Donc, sachez que ça pourra arriver courant 2024. Voilà. Voilà. Est-ce que après il y a tout l'effet levier des réseautages aussi. On a été faire un webinaire hier. J'ai participé à un webinaire avec les animateurs du réseau Petite Ville de demain. Il y a un autre séminaire régional Petite Ville de demain le 29 juin et on essaye de faire connaître tous ces dispositifs à destination de la préservation de la biodiversité à ces acteurs du territoire également qui sont assez proches. Ils doivent œuvrer pour le mieux vivre en Bourgogne-Franche-Comté et souvent le volet biodiversité est un peu mis à l'écart par rapport à d'autres volets de l'urbanisme et leur faire découvrir ces volets biodiversité comme étant un levier d'action pour le mieux vivre, c'est quelque chose d'important. Et comme je disais, on y était hier avec Emmanuel sur ce sujet-là. Après, si vous avez des idées ou des leviers pour aider à faire connaître ces dispositifs, on est tout à fait preneur. Est-ce que vous avez... Oui, tout à fait, les maires ruraux, ça pourrait être un bon levier. Tout ce qui est association d'élus, c'est des choses qu'il faut qu'on explore. Tout à fait. J'ai eu des échanges avec mon directeur à ce sujet. Il faut vraiment que
on aille voir les associations de maires pour leur présenter les différents dispositifs. Il y a une main levée, je ne sais pas si… Ah, il y a une main levée, excusez-moi, je ne vois pas qui c'est, je vais sur l'autre. Excusez-moi, je n'avais pas vu la main levée, donc monsieur ou madame Laurency, si vous voulez prendre la parole. Oui, c'est monsieur Laurency, donc effectivement, mais c'est ce que j'avais mis là sur le porte-à-connaissance des petites communes. C'est vrai que je pense que à ce niveau-là, bon, c'est souvent qu'on croule sous les informations diverses et variées dans tous les domaines et qu'on n'a pas forcément le temps de traiter tout ça en mairie, en petite mairie, puisqu'on n'a pas le personnel pour, et on est souvent dépassé par tout ça. L'intérêt, c'est d'aller au-delà de la mairie. Je pense qu'il faut arriver à toucher tout ce qui est associatif, tout ce qui est comment on peut porter à connaissance. Alors, la mairie peut faire le relais, mais je pense qu'il faut avoir une information qui demande à être divulguée voilà, aux citoyens, parce que je pense qu'il y a aussi des initiatives privées, personnelles, d'associations qui pourraient être, qui permettraient de développer, on va dire, et d'essaimer, on va dire, au niveau du territoire. Je pense qu'une mobilisation générale, elle est importante. Il faut que tout le monde puisse participer à cet élan-là. Oui, tout à fait. Bon, alors, le travail avec le milieu associatif, c'est quelque chose qui est, comment dire, souhaitable, en effet, qui est difficile parce qu'il y a une multitude de petites associations sur le territoire. On est, pour la biodiversité, tout à fait en relation avec les grands acteurs de la biodiversité sur le territoire que sont la Ligue de protection des oiseaux, les conservatoires botaniques, les conservatoires d'espaces naturels, les sociétés d'histoire naturelle du territoire. Mais c'est vrai que les plus petites structures associatives, en fait, on s'appuie sur le relais des grandes associations régionales pour diffuser des messages et des informations. Tout à fait, mais dans la démarche qu'on a aujourd'hui entre PAT, travailler sur des PAT, il y a tout je veux dire, c'est toute une mouvance qui va dans le même sens et il faut qu'on fasse on va dire une présentation qui soit, qui entraîne les gens. Et je pense que la biodiversité ne se traite pas à part du reste. Et il faut qu'on puisse l'intégrer dans nos démarches à tous les niveaux. Dans ce qu'on imagine en développement, ça fait partie du lot du mieux vivre demain, de préserver la nature, de ce qui permet d'envisager un mieux-être et une belle campagne. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on puisse aller, dans la démarche par exemple de PAT, j'espère qu'on aura un volet qui va être en pendant avec la biodiversité. Donc il faut qu'on travaille sur ces sujets-là. On imagine même au niveau de notre petite commune de créer une espèce d'écolieu qui lie alimentation, culture, essayer de faire un système de logique, on va dire, de la terre à l'assiette et qui permettrait d'identifier, peut-être de travailler, expérimenter des choses qui iraient dans ce sens-là. Donc avec travail sur la haie qu'on fait aussi, il y a plein de choses qui sont en dynamique pour préserver la biodiversité. Merci pour le témoignage. Christiane Oui, en écho à ce que vous venez de dire, c'est vrai que les potes sont aussi des personnes agissant sur le territoire, et y compris dans le domaine de la biodiversité, qui peuvent faire écho ou appuyer des politiques que vous mettez en œuvre. Et c'est toute cette dimension-là de foisonnement d'initiatives au niveau territorial et qui peut être aussi capitalisée dans une politique publique. Et c'est pour ça que ça peut être aussi intéressant que vous, en tant qu'élu ou agent territorial, entriez dans le réseau, parce que ça vous donne aussi accès aux personnes agissantes sur le territoire. Merci Christiane pour ce complément. Alors, il nous reste 5 petites minutes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En tout cas, vous nous avez indiqué dans le chat vos différentes
vos différents intérêts et ce sur quoi vous souhaitez éventuellement agir ou avoir plus d'informations. On doit avoir vos coordonnées, normalement, si ceux qui étaient inscrits sur le webinaire. Donc, si vous ne voyez pas d'inconvénient en ce qui concerne chaque personne qui a indiqué être intéressée par telle ou telle thématique, que ce soit moi, que ce soit Mathieu, que ce soit Morgane, ou sur le volet pote, Christiane et Bertille, on reviendra vers vous pour voir un petit peu comment est-ce que on peut vous assister dans vos démarches de prise en compte de la biodiversité et d'engagement citoyen pour chacun ce qui vous concerne. Voilà. Donc, je vous laisse encore une petite minute s'il y a des mains qui veulent se lever, des messages, des compléments, des témoignages, des questions. Si jamais il n'y en a pas d'autres, en tout cas, je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à ce temps d'échange, à cette découverte d'un certain nombre de dispositifs. Et je suis impatient de pouvoir revenir auprès de certains d'entre vous pour qu'on puisse aider à la préservation de la biodiversité, à la mobilisation citoyenne autour de ces sujets. Merci encore à tous et puis à bientôt.